C'est le 4e numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine et moi, je suis encore ravie de vous retrouver pour partager des moments de savoir-faire, de savoir-être et surtout de savoir-dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2019 et bien 4 plateaux au sommaire de cette émission Nature et bien-être, Horizon Culture, l'Espère et pour finir, Monde agricole. Alors ce soir dans Nature et bien-être, nous parlerons de l'alimentation de l'hémiplégie, une paralysie complète ou partielle due à un dysfonctionnement du cerveau. Ce sera bien sûr avec Patrick Zenvoedo, il est nutritionniste, diététicien. Il nous dira comment s'alimenter quand on souffre d'une hémiplégie. Le monde agricole ce soir s'intéresse à l'aviculture, surtout à l'aspect qualité et concurrence. Les œufs produits au Bénin ont-ils la même valeur sur le plan commercial? Eh bien, notre invité, Dona Azoumé, il est aviculteur et il nous dira davantage si oui ou si non. Horizon Culture ce soir s'intéresse à la production des œuvres littéraires. Où est-ce que les auteurs trouvent leur inspiration? Voilà une belle question, une question à laquelle Jennifer Sachivi et son invité Florent Estache-Ressou, écrivain, vont essayer d'apporter des réponses. L'expert de ce soir nous parle du financement des entreprises, des défis à relever, surtout aujourd'hui où c'est facile de créer une entreprise, mais on se demande après comment est-ce qu'il faut financer cette entreprise pour quand même lui assurer une bonne vie. Eh bien, l'expert de ce soir nous en parlera. Il s'appelle Issifou Adamou. Il est expert en finance des entreprises. Voilà donc pour le sommaire de cette rubrique. Et bien sûr, vous aurez le journal à 19h45. Mais tout de suite, c'est le premier plateau qui s'installe, Nature et bien-être. L'hémiplégie, quelle alimentation faut-il? La question, elle est posée, mais avant de répondre, Yasmine Damata et son invité qui sont même déjà sur ce plateau et qui vont nous apporter des éléments de réponse. On va suivre ce reportage et on revient après. On l'a définit comme la paralysie plus ou moins complète d'une partie de l'être humain. L'hémiplégie peut attaquer le côté droit ou le côté gauche du corps. Une hémiplégie, c'est un déficit de la moitié du corps. La moitié du corps concerne soit le côté gauche ou le côté droit, touchant le bras, et le pied et la face. Selon le neurologue, plus de 70% des malades atteints d'AVC ont une hémiplégie grabataire. Ce fort taux de maladies hémiplégiques est dû à plusieurs causes. D'abord, c'est parce que les facteurs de risque des AVC ne sont pas toujours bien recherchés et traités efficacement. Donc, il faut dépister ça. Ici, vous voyez, beaucoup de gens ne vont aux soins qu'après que la maladie soit installée. Donc, c'est le manque de soins préventifs. Certaines maladies du sang, par exemple, quand il y a trop de cholestérol, la sédentarité, les gens qui sont assis tout le temps à travailler, et puis commencent à prendre de poids, l'obésité, les gens qui fument, le diabète, beaucoup d'affections sont des facteurs de risque des AVC et donc facteurs de risque des hémiplégies. Mais il y a aussi les gens qui ne portent pas de casque, qui vont faire un traumatisme crânien, et ils vont tomber ils vont faire un choc, ils vont rentrer en coma et au réveil, il y a déjà l'hémiplégie qui est installée. Les causes d'une hémiplégie sont de 2 catégories, les tumeurs et les AVC. Il y a des hémiplégies qui s'installent brutalement,
du jour au lendemain, ou d'une seconde à l'autre, vous avez vu la personne ce matin, vous l'avez vu ce midi, et puis on vous appelle 30 minutes après pour dire qu'il ne peut plus marcher. Il a fait la majorité de ce cas-là, où les actions brutales, ce sont les AVC qui sont à la base. Dans les cas où ça s'installe un peu, c'est-à-dire progressivement, où le malade sent le corps qui est un peu lourd, mais il arrive à marcher, et c'est au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'arrive plus à marcher parce qu'un côté est complètement déficitaire, il n'y a plus de force dedans. Là, c'est souvent les tumeurs. La prise en charge du malade hémiplégique repose principalement sur le traitement de sa cause. Une rééducation adaptée est aussi associée afin d'améliorer les séquelles visibles sur le patient. Voilà donc reportage de Rodrigue Babameto. Nous disons merci beaucoup. Eh bien, sur ce plateau, Yasmine Damata et son invité. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Marcel Betoro. Comment allez-vous? Toujours la pleine forme pour nos téléspectateurs. Avec votre couleur rose-bleu, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Alors, avec vous, notre invité, c'est bien sûr, je vous laisse présenter votre invité. Patrice Zivoedo, oui, habitué, notre nutritionniste maison maintenant, ou bien Patrice Zivoedo, bonsoir. Bonsoir, Madame Damada. Bonsoir, mes téléspectateurs, et comme l'a si bien dit Marcel Betoro, aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation de la personne atteinte d'une hémiplégie. Qu'est-ce qu'il faut manger? Quoi ne pas manger? Comment prévenir l'hémiplégie par son alimentation? Patrick Zivoedo, dites-nous, l'alimentation et l'hémiplégie, c'est quoi le lien entre les deux? Oui, l'alimentation et l'hémiplégie, le lien, c'est le fait que l'individu n'est pas dans un concept d'alimentation en groupe, c'est-à-dire il est plus en macronutriments que micronutriments. Ok. C'est-à-dire, le macronutriment, ça regroupe les glucides, oui, les protéines et les lipides. Et les micronutriments, c'est les vitamines, minéraux, oligo-éléments et l'eau. Oui. Alors, donc, il est plus concentré dans les macronutriments. Et quel type de macronutriments? Protéines animales, glucides simples et aussi des lipides dans les acides gras saturés. Alors, quand l'individu est dans ce concept d'acides gras saturés et des aliments qui sont contraires à son organisme, et il est peut-être dans un manque de potassium, de magnésium, de calcium, alors que c'est le calcium qui donne la force au corps, dans les os. Oui. Parce que quand tu n'as pas de calcium, tu as des problèmes. Oui. Tu sens des courbatures, des fatigues à tout moment. Et plus la personne est anémiée, et il a une mauvaise alimentation, plus le stress et les activités, il peut se retrouver dans une hémiplégie sans le savoir. Ok. Voilà. Donc, et ça dit que c'est une mauvaise alimentation qui conduit à une hémiplégie? Oui, mauvaise alimentation et le stress. Ok. Le docteur vient de le dire tout à l'heure, il est peut-être sur le ZEM, il n'a pas porté son casque, oui, il est soucieux, il est pressé, il se dit qu'est-ce qu'il veut manger, et naturellement en mangeant, il se retrouve avec 2 bières, 2 alcools, en commençant, parce que pour commencer par manger, c'est ça que je dis, les micronutriments, on doit commencer par les fruits. Si c'est qu'il y a le stress, c'est que chaque Béninois est menacé de l'hémiplégie, parce que par jour, le nombre de stress que vous accumulez, oui, vraiment. Parce que tu as le stress et tu commences à manger par pain avec adoré. Et déjà, tout à l'heure, vous expliquez qu'il y a certains qui commencent par la boisson. Oui. Le fait de prendre, par exemple, un apéritif, parce que c'est généralement ce qu'on fait, on se dit un apéritif pour ouvrir le ventre, pour pouvoir bien manger, et ça dit que c'est pas bien d'adopter ce genre de comportement? Ce n'est pas un bon comportement. Un bon comportement, c'est d'abord les fruits. C'est pourquoi nos gens qui ont le maquis restaurant, ils doivent avoir une formation de base et imposer aux invités, commencer par les fruits. C'est très important. Proposer ou imposer? Non, bon, proposer qui devient une imposition. On peut proposer avec une diplomatie. Même pourquoi pas? On peut proposer avec une diplomatie. Et dans cette diplomatie, on conseille, on informe. Et ça devient une imposition libre. Ce n'est pas une imposition
En tout cas, c'est à l'avantage des téléspectateurs. Voilà. Mais ça, c'est pour une personne qui a quand même les moyens de s'offrir les 3 types de repas, le petit déjeuner, le dîner. Pour quelqu'un qui va directement... Oui, vous savez... Orange de savon mâché là. Quand j'ai suivi le téléspectateur ne doit pas vous suivre. Quand j'ai suivi le numéro tout à l'heure, Oui. il disait il manque des dépistages et des comportements préventifs. Oui. On doit être préventif dans nos actes. C'est très important. On s'oublie. Certes, on a l'argent, on court, mais on ne sait pas comment dépenser l'argent, dans quel sens il faut dépenser l'argent. C'est ça qui nous manque. Donc, il faut avoir des conseillers. Il faut avoir des gens qui vont t'apporter la lumière gastronomique qu'il faut, avec une diplomatie conforme à ton état de santé. Je pense que, naturellement, on ne viendrait pas à cette étape de l'hémiplégie. Donc, pour ne pas venir à cette étape, vous recommandez à nos téléspectateurs de commencer leur repas chaque jour par un fruit. Un fruit de saison. Parce Peu que importe le fruit. Oui, les fruits regroupent déjà les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments et l'eau. Et est-ce que le fruit a la même vertu quand on le prend après le manger? Après le manger, ça provoque des veines intestinaux. Parce que, je suppose, quelqu'un qui finit de manger, et il prend du banane plantain, ou bien il prend de la banane. C'est le contraire. Il doit prendre 15 minutes avant les bananes, avant de manger. On dit, on vient à une manifestation, un dîner, on dit, passez à l'apéro. Ça n'a pas de sens. Là, dans l'apéro, qu'est-ce qu'il retrouve dans l'apéro? L'alcool, les casse-croûtes, du beurre, pomme-corn, avec du vermouth. Le vermouth, c'est du vin cuit. Je ne vais pas appeler le nom des marques ici. Et on prend tout ça avec des glaçons. C'est pour se mettre dans les dispositions normales. Au moins des smoothies de papaye, de pastèque, de concombre. Voilà. Et non des glaces de menthe. C'est ça qu'on nous sert à la fin du repas. On se dit c'est le dessert. C'est ça. Donc autant privilégier le dessert avant même de manger. Voilà. Là, quand tu fais des erreurs gastronomiques, les fruits sont là pour atténuer. Mais à quelle étape du traitement du patient hémiplégique intervient les conseils diététiques, intervient le diététicien? Lorsque le neurologue constate que le souffrant, le sujet, est obèse, excès de poids, rapidement il dit allez contacter un nutritionniste, ou bien je laisse le contact d'un nutritionniste, vous l'appelez de ma part, et il s'occupe de vous. Là, le neurologue retrouve une clarté dans son traitement. Ils se disent oui, ce monsieur, quand il était venu ici, il était à 95 kilos, mais le neurologue te dit après un mois, venez sous l'institution d'un nutritionniste, il te retrouve dans 70 kilos, 75 kilos. Ça permet au neurologue de retrouver une satisfaction dans son traitement. Et là, naturellement, il y a l'harmonie autour du neurologue, du patient et du nutritionniste. Et il est content. Et quand il est content, le stress est stable, il se retrouve et il se dit, maintenant, je commence par marcher, je me retrouve naturellement. Donc, il faut forcément que le patient soit d'abord hémiplégique ou s'il est prédisposé, est-ce que le neurologue conseille déjà au diététicien de suivre ce patient? Absolument. Le neurologue doit avoir autoriser le diététicien à suivre le patient. Et maintenant, il tient compte des médicaments aussi prescrits. Parce que dans certains médicaments, il y a peut-être des toxicités, des choses à ne pas consommer, plus de magnésium, moins de potassium, moins de calcium. Et le diététicien, maintenant, il cherche des fruits conformes à ce médicament et l'aliment, d'où il y a le plat harmonisé. Donc, si je comprends bien, pour soigner l'hémiplégie, il faut simplement revoir son alimentation et tout, c'est bon? Non, pas que l'alimentation. Pas l'alimentation. Il faut qu'il aille voir le neurologue pour des traitements. Et c'est pas ce que vous venez de montrer à la télé, dans votre documentaire, pour les nerfs, le massage, tout ce qu'il faut. Il faut en tout cas un équipement, un ensemble. Mais là maintenant, quand il y a déjà l'ensemble, il ne faut pas revenir à une mauvaise alimentation. Je donne un exemple. Achète-moi une bière, je vais prendre. J'ai envie de prendre. Non, il n'y a plus d'envie de prendre une bière à ce niveau-là. Il faut recaler la personne. Sans bière et l'envie qui revient. Voilà. Peut-être après, il peut prendre sa bière comme il veut, mais il doit supprimer certains aliments. Vous savez que manger des fruits et tout ça, ça nécessite des moyens, hein? Oui, et la consultation du diététicien aussi?
Est-ce qu'elle est accessible? Non, laissons d'abord le coût, mais supprimer certains, qu'est-ce qu'on doit supprimer? Oui, vous savez, supprimer, on commence par l'alcool. Ok. Vous savez, notre cerveau n'aime pas l'alcool. C'est pourquoi, entre-temps, il y avait quelque chose qu'on a donné aux policiers de détester le taux de l'alcotest, voilà, le taux d'alcool. C'est très important. On ne sait pas, on ne se dit pas l'importance dans ça, dans notre mode de vie. C'est pour nous aider, c'est pour nous accompagner, c'est pour dire, supprime en toi ce vice, parce que l'homme debout, qualité, défaut, vice, vertu. Mais est-ce que vous savez que l'alcool n'est pas seulement ce qu'on voit de façon visible? L'alcool, il y a de l'alcool dans des aliments aussi, et même des fruits. C'est ça qu'on accepte. Le corps a besoin de ça. Mais l'alcool additif à base des produits, des additifs, c'est très dangereux. Et quand je dis, passer à l'apéro, tout ça, c'est l'alcool. Je pense que nos téléspectateurs doivent retenir que si on est prédisposé à faire une hémiplégie, ou quand on a une hémiplégie, il faut suivre son alimentation, éviter l'alcool et contrôler ce qu'on doit manger. Privilégier plus les micronutriments avant tout repas, les fruits, puis après vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais évitez l'alcool. Et je vais ajouter à Yasmine Damata que prévenir mieux vaut que guérir. Alors suivez tout simplement les conseils du diététicien ce soir et c'est sûr que vous allez vous en sortir avec l'hémiplégie. Merci beaucoup à vous Yasmine Damata. Merci Machel Betoko. Merci également à vous Dr Zévoido. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et nous allons continuer notre grand rendez-vous. On va installer le deuxième plateau, c'est bien sûr l'Espère. Et voilà, l'Espère ce soir nous parle du financement des entreprises, les défis à relever. Nous allons le voir tout de suite avec notre invité Issif Adamou, expert en finance d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les activités? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi. Alors, nous parlons financement des entreprises. Nous allons voir quels sont les défis qu'il faut relever pour que quand même les entreprises se portent à merveille depuis la création jusqu'à leur développement, il faut parler en ces termes-là. Mais déjà, dites-moi, quand est-ce qu'il est nécessaire de financer une entreprise? Le financement d'une entreprise, c'est déjà depuis sa naissance, en fait. Mais disons même depuis la conception. Ouais. Puisque la naissance d'une entreprise requiert plusieurs étapes. Donc, l'étape de la conception, l'étape d'idéation, ça requiert souvent de financement. D'accord. Donc, il n'y a pas une étape type ou une étape standard où il faut commencer par injecter de l'argent. Ce n'est pas quand on a fini de créer l'entreprise qu'il faut aller chercher maintenant le financement pour développer, ou bien c'est quand on a envie de créer qu'il faut aller chercher le financement pour créer. Ce n'est pas ça. C'est tout au long de la vie de l'entreprise. C'est tout au long de la vie de l'entreprise que nous avons besoin de l'argent pour tourner l'entreprise. Et quel type d'entreprise il faut financer? Parce qu'aujourd'hui, même la dame qui est au bord de la voie et qui a son doco et coco là, elle est déjà dans son entreprise. Bien sûr. Quel type d'entreprise il faut financer? Non. Il faut financer, ça dépend de celui qui finance. Tout type d'entreprise requiert du financement. En tout cas, il n'y a pas une entreprise qui a besoin de financement et d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc, ça dépend. Le financement, c'est-à-dire l'accord de financement, dépend des priorités de celui qui finance, de l'entité qui finance, de l'institution qui finance. Donc, ce n'est pas que voilà, une entreprise qui existe peut en fait, va se dire par exemple que je n'ai pas besoin de financement ou bien je n'ai pas atteint un niveau pour avoir du financement. D'accord. Et comment doit-on alors financer une entreprise ou bien à quel moment le financement est vraiment nécessaire pour l'entreprise? Je crois que le financement est vraiment nécessaire lorsque, à un moment donné, l'entreprise voit clair dans ses défis, surtout les défis liés à sa croissance ou bien les défis liés aux opportunités à saisir. Et forcément, l'entreprise a besoin de financement pour passer d'un niveau A à un niveau B. Donc je crois que la nécessité ou le besoin en financement se fait selon la vision du porteur d'idées. Ouais. Je veux croître, ou bien je veux me développer, ou bien j'ai une opportunité à saisir, et là j'ai besoin du financement forcément pour pouvoir passer mon entreprise d'une étape à une autre. Alors, quels sont les différents types de financement qui existent, puisque nous parlons du financement d'entreprise? Oui, il y a plusieurs types de financement, le financement à court, moyen et long terme. Et
Voilà, ça dépend du niveau, comment on dit, du niveau du capital, du niveau de croissance de l'entreprise ou bien du niveau d'investissement que l'entreprise requiert. Donc nous avons des financements à court terme qui sont de 1 an à 2 ans ou 3 ans ou plus, des financements à moyen terme de 4 ans à 6 ans, de long terme qui partent déjà de 8 ans à 10 ans. Voilà. Et avec l'atmosphère que présente aujourd'hui le Bénin sur le plan entrepreneurial, pensez-vous quel est le type de financement qui est vraiment nécessaire pour nos entreprises aujourd'hui au Bénin? Oui, quand vous parlez de nos entreprises, moi personnellement, l'expérience pratique que moi j'ai eue et qui fait objet de mes études actuellement, c'est surtout les micro-entreprises. Puisque actuellement, le défi important à relever au niveau c'est-à-dire dans l'écosystème entrepreneurial au Bénin, c'est surtout le financement des petites et moyennes entreprises. Ceux qui peuvent déjà, avec leur entité, résoudre le problème du chômage. En fait, c'est ça qui fait objet de mes études actuellement. Et je pense que la problématique se trouve à ce niveau. Lorsque nous arriverons à régler le problème au niveau des micro-entreprises, je crois que le problème de l'emploi serait, d'une manière ou d'une autre, résorbé. Voilà. Donc pour moi, les entreprises, le défi principal à relever au niveau des entreprises est surtout le défi de financement s'oriente surtout au niveau des micro-entreprises où il faut trouver un mécanisme adapté, un mécanisme qui rassure les banques et partenaires pour le bon fonctionnement de ces entreprises-là. Voilà. Mais dites-moi, qui finance? Parce qu'on parle de financement, mais qui est-ce qui finance en réalité? Oui, bon, le microfinancement, disons que le financement des micro-entreprises se fait par les banques, les institutions de microfinance et puis les partenaires, les mécanismes mis en place par l'État qui accompagnent c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Et sur quels critères ou bien sur quelle base est-ce que ces institutions-là arrivent à identifier les entreprises qui ont réellement besoin de financement? Parce qu'il faut avoir notifié le besoin, mais il faut avoir donné une alerte pour qu'on sente que, bon, oui, est-ce qu'il y a une manière de les identifier? Oui, l'alerte, en fait, celui qui finance, ce n'est pas lui qui va vers l'entreprise, c'est celui qui porte l'idée. Il y a besoin du financement qui vient vers celui qui doit financer. Exactement, celui qui doit financer. Maintenant, dans le processus de financement, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc, c'est là souvent que la plupart des porteurs d'idées sont bloqués. D'accord. Il y a, par exemple, la garantie qui est souvent exigée par les institutions de financement pour pouvoir accompagner les porteurs d'idées. Ce que beaucoup, disons 80% de porteurs d'idées de micro-entreprises n'ont pas. Et ce qui fait que tout le monde est alarmé, tout le monde c'est-à-dire vous avez besoin du financement, mais vous n'avez pas la possibilité d'adhérer. Exactement, vous ne remplissez pas forcément toutes les conditions pour se faire financer. Et c'est là que la problématique se trouve. À part la garantie, quelle autre condition ou quel autre critère doit-on avoir pour quand même être éligible justement? Oui, et à part la garantie qui est exigée, il y a par exemple la personnalité du porteur d'idées. Ah oui. Oui, dans le processus de financement, il y a la personnalité du porteur qui importe à 80%. Parce que ce n'est pas en fait la garantie qui rembourse le crédit. Par exemple, une bonne dame qui se présente à comparer à un directeur d'entreprise, une grande entreprise, c'est plus facile de financer le grand directeur. C'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Au fait, c'est la personnalité, ça dépend du palmarès du porteur d'idées. Parce que celui qui veut financer doit faire une petite enquête sur la personnalité. Parce que on peut pas, c'est-à-dire toute personne qui vient peut s'habiller en DG ou bien quelqu'un qui sait bien gérer. Mais au fond, c'est pour orienter les fonds à d'autres buts. Ce qui fait souvent que la plupart des porteurs d'idées ont le comportement déplorable, à savoir qu'ils prennent l'argent et puis ils font autre chose. Ils font tout pour avoir l'argent. Ils remplissent les conditions, que ce soit la garantie, ou ils font tout, ils mettent en place toute une stratégie, ils prennent l'argent et puis c'est pour aller faire autre chose. Le résultat, le crédit n'est plus performant. C'est ça. Donc, et du coup, voilà, ça alerte les banques et puis ça décourage. Donc, à tel point que dans nos études, dans nos observations, nous sommes arrivés à observer que si il peut exister c'est-à-dire un mécanisme
un mécanisme de capital risque, ou genre un centre de gestion assistée et dédié aux micro-entreprises qui adosse le risque, qui prend la responsabilité de c'est-à-dire des coachs, c'est ça? Exactement, une sorte de coach, ou bien les mécanismes de garantie qui existent dans le pays, genre concevoir un mécanisme du genre qui est c'est-à-dire adapté, orienté spécifiquement vers les micro-entreprises. C'est-à-dire eux, ils prennent la garantie sur eux, de porter les charges ou bien de répondre au nom de la société ou de l'entreprise. Exactement. Voilà. Et vous avez le mécanisme de capital risque, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que vous êtes celui qui adosse le risque, mais c'est que vous apportez le capital et vous injectez dans l'entreprise, et au bout d'un certain temps, quand vous récupérez votre capital, vous laissez l'entreprise continuer à son porteur, au fait. Oui. Donc, c'est-à-dire que vous injectez de l'argent et vous suivez de bout en bout l'opération. L'objet pour lequel le prêt a été accordé, vous faites tout pour que l'objet soit réalisé. Et une fois réalisé, lorsque vous avez votre payback, lorsque vous avez par exemple votre retour sur investissement, c'est-à-dire que vous récupérez votre capital, vous rebroussez chemin, vous laissez maintenant le porteur d'idées continuer. Et ça, c'est un mécanisme qui est vraiment... Double profit, hein, parce que le porteur de projet profite et celui qui a accompagné le porteur aussi profite. Bon, pas forcément. Bon, ça dépend du mécanisme mis en place. Okay. Ça peut... Bon, par exemple, si c'est-à-dire une institution étatique met en place un mécanisme du genre, ce n'est pas forcément le profit, c'est peut-être pour susciter et encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que acheter le risque chez les bailleurs et s'assurer que le fonds est utilisé à son objet et puis retourner. Alors, en dehors de la garantie, de la personnalité, quels autres critères doit-on remplir pour être éligible au financement? Oui, il y a le critère de rentabilité. Ok, l'activité doit être rentable. Ce que vous avez comme projet doit donner l'assurance de ce que ça va apporter. Ça va apporter au bénéfice du porteur, bien sûr, et aussi la pérennité de l'idée. C'est-à-dire qu'on ne finance pas une entreprise feu de paille, ce n'est pas du chap-chap, ce n'est pas de la richesse chap-chap. Il faudrait que l'idée ou l'entreprise soit en mesure de créer de la richesse soutenable, qui traverse le temps. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept, bien sûr, mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire la nécessité, la véracité, en fait, l'utilité de ce concept-là. Et ça fait que les entreprises, vous voyez, les entreprises où on a eu l'idée géniale, on n'arrive pas à cerner tous les contours, on se lance et 1 an, 2 ans après, on fait un barrage. Mais l'autre chose aussi, c'est peut-être parce que les entreprises ne savent pas comment bénéficier d'un financement. Alors, pour une entreprise qui veut quand même avoir de l'accompagnement, qui veut qu'on le finance, quels sont les atouts ou les prédispositions à avoir à son propre niveau pour bénéficier justement de ce financement ou de ces financements? Oui, l'atout d'abord c'est d'être préparé, c'est de se préparer à faire face à l'aventure entrepreneuriale. L'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas seulement le financement. Il y a une préparation psychologique, il y a toute une éducation, il y a tout un mécanisme qu'il faut suivre. Ce n'est pas seulement dire oui, dormir, se lever et dire j'ai une idée. Et puis, je me mets dedans, je crée mon entreprise. Non, ce n'est pas comme ça. C'est toute une préparation. Soit vous le faites, vous êtes préparé à y aller, ou vous n'êtes pas préparé, vous retournez. Ce n'est pas forcé, au fait. Ouais, c'est tout un état d'être. Donc, c'est-à-dire, en ce qui concerne les critères qu'il faut respecter pour avoir un financement, pour faire tourner un business. Vous savez, le business, il y a un côté... plan, un côté théorique et un côté mise en pratique. Oui. Donc la théorie, enfin, le côté théorique, je crois que c'est très très important. Il faut s'inculquer des notions nécessaires. Vous élaborez bien votre business plan. Le business plan. C'est sûr que dans le déroulé, vous pouvez. L'argent, le financement viendra au bout et pour pouvoir. Alors aujourd'hui, avec l'atmosphère qui prévaut autour du système entrepreneurial, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger un peu le tir, parce que plusieurs entreprises ont cette difficulté de financement. Comment faire alors aujourd'hui, que ce soit au niveau des entreprises elles-mêmes ou bien que ce soit au niveau de l'État central, comment accompagner le secteur? Oui, accompagner le secteur, c'est de pouvoir définir les mécanismes d'accompagnement liés aux entreprises de chaque niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, les mécanismes mis en place où on demande garantie, caution et tout ça, on ne peut pas forcément l'appliquer aux petites et moyennes entreprises. Quand on parle de l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est tout un écosystème. Très rapidement, on a quelques secondes. C'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place.
Pour résorber le problème de financement lié aux entreprises, il faut juste élaborer des stratégies, des mécanismes adaptés à chaque type d'entreprise. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup à vous, ici Fadamou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en finance d'entreprise. Et voilà, nous avons compris davantage comment est-ce qu'il faut financer une entreprise, mais surtout comment il faut bénéficier de ce financement. Il faut bien élaborer son business plan et s'assurer d'un bon suivi. Pourquoi pas se faire accompagner. Et c'est sûr que vous aurez un développement certain pour votre entreprise. On va continuer avec les plateaux. Ce sera bien sûr Monde agricole. Monde agricole ce soir s'intéresse à l'aviculture, les œufs que nous consommons sur le marché, quelles sont leurs qualités ou bien quel est le poids, quelle est la valeur de ces œufs sur le côté concurrence. Nous allons en parler avec notre invité tout à l'heure, mais on suit d'abord ce reportage de Gloria Oni et on revient après. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole. Avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, pour pouvoir nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons des gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Voilà, merci beaucoup à vous, Gloria Oni, pour ce beau reportage. C'est vrai qu'en matière de volaille, poulet, pintade, caille, on en consomme assez. Même les œufs, qui sont des produits de ces volailles-là, on en consomme assez. Mais la qualité de ces produits sur le marché pose un petit problème. Et nous allons le voir ce soir avec notre invité, Dona Azoumé, aviculteur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et les volailles? Ça va bien au Bénin. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit résumé sur la situation aujourd'hui quand on parle d'aviculture au Bénin? Aujourd'hui, l'aviculture au Bénin est en nette progression. C'est vrai, ça a piétiné au départ, mais en tant qu'aviculteur, et je puisse dire que c'est un secteur qui a de très beaux jours devant lui, parce que comme comme ça a été dit au niveau du reportage, voilà. Le gouvernement entend aujourd'hui s'est fixé des objectifs, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire, surtout en matière de protéines, que ce soit la volaille dans son ensemble, les cailles et tout le reste que vous avez cité tout à l'heure, et aussi au niveau des œufs que nous utilisons comme œufs de table, œufs pour la couvaison, ainsi de suite. C'est un domaine qui est jonché aussi de beaucoup d'embûches, parce que nous sommes confrontés à une réalité qui est l'importation de produits congelés sur le marché. C'est vrai, la demande est très grande, très forte, mais je crois qu'un effort individuel et collectif se fait de plus en plus parce que
Lorsque nous voyons aujourd'hui la qualité de ce qui est produit, la qualité de ce qui est proposé à la clientèle, nous ne pouvons pas dire exactement que tout le monde propose une très bonne qualité de volaille. Surtout que, par exemple, quand vous achetez des œufs aujourd'hui, vous avez tendance à croire que tout est blanc. Même le jaune, qu'on appelle jaune d'œuf, aujourd'hui, n'est plus jaune en tant que tel. Oui, en fait, tout dépend du processus de production. Lorsque vous allez, par exemple, produire des œufs, lorsque vous prenez vos poussins d'un jour pour, par exemple, aller aux œufs, il y a toute une formule, tout un processus qui doit être observé. Et dans la provende que vous donnez, par exemple, à votre volaille, lorsque, par exemple, la poule qui doit pondre des œufs à 3 mois, 4 mois, 5 mois, et déjà à partir de 5 mois, il y a la couvaison, on peut commencer par récupérer des œufs. L'œuf que vous avez, par exemple, c'est comme une jeune maman qui fait des enfants et une autre maman qui a, par exemple, 30, 40 ans qui fait des enfants. Ce n'est pas forcément la même chose. Les prépontes ou les œufs que vous avez en départ ne sont pas forcément, n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles et autres, même physiques, que les œufs lorsque l'animal, par exemple, arrive à 6 mois. Il y a aussi la question de la conservation. Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, qui produit à Zanyanado doit ramener ou vise un marché comme Tokma, il y a le temps de production, le temps de ramassage, de conservation, de transport. Tout ça juste sur la qualité du produit. Ce qui fait que le client final peut voir ou peut avoir des œufs qui n'ont pas réellement la qualité ou qui ne recèlent pas réellement la qualité d'un œuf sur le marché. Mais vu qu'on est dans le besoin et que vous venez, par exemple, acheter, vous prenez ce qu'on vous a proposé. En ce qui concerne aussi la conservation ou le marché, vous savez, ce n'est pas celui qui produit. Lui, il produit effectivement dans son champ ou dans sa ferme, mais il est à une certaine étape de la production. Lorsque lui, il finit de produire, il vend peut-être sur la ferme. Le transformateur. Il y a le transformateur, il y a le producteur et il y a par exemple celui qui s'occupe de récupérer, c'est-à-dire l'intermédiaire, des intermédiaires. Celui qui fait le stockage. Oui, le stockage. Bon, les œufs ne sont pas toujours assez stockés parce que dès que c'est produit, il faut commencer par le vendre. Et lorsque, par exemple, à la fin de la chaîne, le commerçant final, je veux dire la bonne dame au marché, ou on se perrette qui prend, par exemple, et qui l'expose, c'est là que surtout revient le problème. Parce que lorsque vous ramenez des œufs d'un jour, produits par exemple, moi sur ma ferme par exemple à Tori, et qu'on ramène à Tokpa, et que la bonne dame voit que j'ai des œufs d'il y a 3-4 jours qui sont là. Il faut que je les mette en haut pour que lorsque le client vient, je puisse écouler ce stock-là. Si ça passe vite, alors tout passera vite. Mais si ça passe pas vite, bon, on aura quand même pris ce qui est là pour que ça ne... Justement, vous avez évoqué un volet qui m'intéresse bien sur le marché de consommation. Oui. Quelle est la valeur de nos produits avicoles? Parce que c'est là vraiment le véritable problème. L'élevage aujourd'hui est développé, nous sommes d'accord. Oui. Mais est-ce que nous arrivons à vraiment faire face à la concurrence qui prévaut sur le marché aujourd'hui, le marché de plus en plus, nous y arrivons, madame. Nous y arrivons simplement parce que déjà, nous nous préparons et nous nous informons aussi sur comment ça se produit ailleurs, comment ça se fait. Parce que tant que vous n'avez pas l'information et que vous décidez par exemple de nourrir votre volaille ou votre cheptel par exemple juste avec du maïs, des produits typiquement produits sur place, et pendant ce temps par exemple, ce produit-là que vous voulez consommer sur place est utilisé ailleurs par exemple avec des améliorateurs ou des accélérateurs de croissance, et que vous voulez produire sur 6 mois et que quelqu'un d'autre produit sur 2 mois. Il y a des produits où il y a des volailles qui se produisent aujourd'hui sur le marché en 35 jours, en 45 jours. Lorsque vous utilisez des accélérateurs, c'est que vous n'aurez pas le même résultat. Je crois que beaucoup aujourd'hui ont compris que l'élevage industriel ou l'aviculture industrielle nécessite forcément ces paramètres. Mais on peut trouver le juste milieu. Et je crois que c'est ce juste milieu qui est de plus en plus recherché pour ne pas aller rien que vers des produits chimiques qui nous intoxique à la fin. Justement, donc comment améliorer alors la qualité du produit aujourd'hui au niveau du système avicole? Je crois que déjà, ça doit être une volonté d'État. Parce qu'aujourd'hui, chacun se lève, va sur un marché pour acheter des intrants. Il y a des incubateurs, puis on vient, et puis tout oui, en fait, je veux dire par rapport surtout à la provende et tout ce qui rentre en ligne. À l'alimentation des volailles. Parce qu'en fait, c'est de l'alimentation, c'est ce que nous mangeons, ce que mange la volaille qui devient en fait, qui fait son poids. Et sa qualité. Sa qualité aussi. Donc il y a aussi les facteurs, comment on appelle, je vais dire, tout ce qui a rapport avec la prophylaxie.
je veux dire les soins vétérinaires et autres, à apporter à l'animal. C'est bien de nous expliquer ça parce que pour nous qui n'avons pas les notions, voilà. Lorsque par exemple aujourd'hui au pays, il y a des produits qui nous sont proposés à base, je veux dire, de moringa. Simplement. Il y a des produits qui sont faits à base de Nîmes et autres. On va pas trop faire de... Non, c'est pourquoi justement je ne cite que des produits. Je ne cite que des produits, je ne veux pas citer de nom. Mais en fait, c'est pour signifier que aujourd'hui, nous recherchons, et je crois que beaucoup d'agriculteurs ou de producteurs aujourd'hui cherchent à utiliser des produits tout à fait naturels pour gérer les questions de la santé de l'animal et aussi la croissance pour avoir un produit sain. Mais avec tout ce que vous utilisez, est-ce que vous êtes sûr que le produit garde toujours son caractère local? Oui, exactement. C'est justement ça. Parce que au temps de nos grands-parents et autres, personne ne mettait ses poules en cage. On les laissait dans la cour, les moutons, tout ça se promenait, mais ça mangeait de l'herbe et ainsi de suite. Mais c'est lorsqu'on les met aujourd'hui dans des bacs, c'est-à-dire dans des bâtiments, qu'on est obligé de leur apporter de la provende, des soins vétérinaires et de gérer ainsi de suite. Mais le côté aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé sur le marché ou ce qui est le plus apprécié, quand vous allez à Saint-Michel ou quand vous allez sur certains marchés, vous demandez quel est le type de volaille que les gens préfèrent le plus acheter, c'est la volaille locale. Et la volaille locale, c'est les poulets bicyclettes. Là. Exactement, c'est les poulets bicyclettes. Il y a des croisements, il y a des races améliorées qui se font de plus en plus, toujours pour répondre à un besoin sans cesse croissant de la population par rapport à ce besoin de protéines et cette volaille-là de qualité, parce que la viande est beaucoup plus tendre. Ce n'est pas essentiellement de la provende qui a tendance à donner une viande un peu plus dure. Et ce qui fait que... L'autre chose aussi, justement, c'est que la qualité a un coût. Exactement, la qualité a un coût, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des produits. Lorsque vous allez dans une pharmacie vétérinaire pour acheter un produit qui vous permet par exemple de lutter contre une maladie de la volaille, on vous le vend parce que c'est un produit déjà conditionné. Mais lorsque aujourd'hui, de plus en plus, vous allez vers des trucs naturels, il faut forcément se déplacer, il faut aller vers, et cela a un coût. Et ce coût influe forcément sur le produit final. C'est ça. Mais le consommateur final ne le voit pas. Parce que lorsque je dis je veux de la viande, par exemple, je veux du poulet bicyclette, c'est qu'il y a eu un coût de production. Mais lorsque tu viens, on te dit le poulet à 3500. Moi, j'étais dans un supermarché hier, je voulais prendre poulet fumé. J'ai vu, on a mis 3500 produits locaux. Mais à côté, il y avait aussi un produit poulet fumé à 2500 qui n'était pas un produit local. C'est ça. Mais que faire alors aujourd'hui, très rapidement, puisque ce serait sûrement votre dernière prise de parole, que faire aujourd'hui pour améliorer un peu le système, ou bien pour améliorer un peu l'aviculture au Bénin? L'aviculture au Bénin a besoin d'être accompagnée essentiellement par le gouvernement et ses bras droits, je veux dire la direction de l'élevage, pour mieux suivre ce qui est donné aux animaux et qui nous ramène aujourd'hui dans nos plats des poulets ou de la volaille ou des viandes d'une certaine qualité. C'est ça. C'est ce qui est essentiel, d'être suivi, d'être accompagné, parce que la volonté personnelle y est. Merci beaucoup à vous, Dona Azoumé. Je rappelle que vous êtes aviculteur et avec vous, on a parlé de comment il faut améliorer la qualité des produits avicoles aujourd'hui. Certainement que nos chers téléspectateurs, déjà ceux qui sont dans le secteur de l'élevage, ont écouté, ont compris les consignes ou les perspectives à atteindre, à développer. Mais aussi, l'État central nous a bien suivis et sait qu'il faut accompagner ce qui se fait déjà, puisque le reportage de Gloria l'a dit, ce qui se fait déjà. Et nous allons tout simplement demander que l'accompagnement soit encore de plus en plus voilà, développé pour que ce secteur soit plus amélioré. Merci beaucoup à vous d'être venu. On va vous rester avec nous. On va passer au journal et au quatrième plateau, bien sûr. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand rendez-vous, votre grande émission du soir sur Bénin Business 24. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal, le 19h45. Ce soir, aux commandes, Ulvaeus Balogun, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas trouver une autre méthode, une autre manière? On peut adopter tel style aujourd'hui et demain renouer, échanger comme voilà. Mais tout le monde s'en sort pas. Est-ce que cela rapporte quelque chose à l'auteur quand Bien on sûr. adapte? Bien sûr. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Mais les œdèmes peuvent cacher un problème.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Voici le sommaire. C'est une source potentielle d'entrepreneuriat, l'élevage des poissons. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kaveru, qui est Made in Benin. Allons maintenant au Sénégal pour découvrir le centre d'interprétation. Suivez la grande édition du journal tous les jours sur BB24 à 19h45. Championnats nationaux de tennis de table, saison 2018-2019. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal sur BB24. Voici les titres. Les stations-service connaissent une certaine affluence depuis quelques semaines, une situation liée à la flambée du prix de l'essence dans le secteur informel. Le constat dans ce journal. Célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision. Quels sont les défis de la télévision à l'ère du numérique? Nous en parlerons dans ce journal. Le comportement des conducteurs de gros porteurs occasionne souvent des accidents de la circulation. Il est important que ces derniers revoient leur copie afin de préserver la vie des usagers de la route. Grande affluence dans les nombreuses stations-service de Cotonou. Depuis quelques semaines, les automobilistes font le tour de la ville dans l'espoir de trouver quelques litres de carburant. Une rupture due à la flambée du prix de l'essence dans le secteur informel. Evra Danani et Amitié Sagbidi pour le constat. Longue file d'attente dans les stations-service à Cotonou. Une situation peu habituelle. La flambée des prix de l'essence de contrebande, communément appelée essence Bayo, en est la cause. Les usagers affluent dans toutes les stations autrefois délaissées. Je n'ai jamais pris l'essence à la station, je ne sais pas le prix exact à la station. Je dois m'approcher de là maintenant avant de savoir. Dans les rangs, l'impatience gagne les esprits. Il faut attendre son tour. Le produit n'est pas disponible, mais à la station, le produit est disponible. Mais le problème est qu'on ne peut pas se développer sur l'informel. Vous quittez par exemple Cotonou, vous allez à Porto, il n'y a pas de station. Vous allez un peu de pas de station. Comme vous le voyez avec moi, la file est encore longue pour se faire servir. Chaque chauffeur a les yeux rivés sur sa jauge d'essence. Vraiment, je suis en train de vivre un calvaire. Un calvaire que je ne sais même pas comment m'exprimer bien parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Là où je suis là actuellement, j'ai tellement de courses à faire et je ne sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir. C'est depuis 10 heures que je suis là, dans le rang, pour pouvoir prendre un peu de carburant juste pour 5 000 ou pour 10 000. Mais c'est maintenant 13h24 que je suis en train de venir au niveau de pompe. Moi, je suis venu à peine 30 minutes. Et j'ai commencé par faire la queue, mais je ne suis pas encore sûr d'être servi dans une heure de temps comme ça. Je ne suis pas encore sûr d'être servi. Dans le secteur informel, le prix du litre a presque doublé de prix. Pendant ce temps, les stations-service de la Sonacop ne fonctionnent pas. En attendant de trouver une solution à cette situation, chacun prend ses dispositions. On roule tout en ayant l'œil sur les guides du réservoir. La Journée mondiale de la télévision a été proclamée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a pour ambition de reconnaître l'influence croissante que la télévision exerce sur les pouvoirs publics et les populations à travers des émissions politiques, économiques, de divertissement et bien d'autres. Mais aujourd'hui, la télévision connaît des mutations et doit s'adapter aux exigences du numérique. Gloria Oni revient ici sur l'importance de la télévision numérique.
Dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, la télévision analogique s'est déconnectée de son habituelle grille des programmes. Le passage de la télévision conventionnelle à celle numérique s'est imposé. Considérée comme canal d'information crédible, la télévision offre un éventail de thématiques qui mettent en lumière les réalités du moment. La télévision numérique permet en effet de faire une interactivité avec le téléspectateur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'utiliser le PG, le guide électronique des programmes. Vous avez votre programme sur 1 mois, sur 2 mois, voire plus. Et par rapport à ça, vous pouvez vous programmer dans le temps. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez, étant empêché, par exemple, par rapport à un programme donné, l'enregistrer. L'ensemble de ces innovations s'invite dans le quotidien de tous. Et pourtant, l'avènement des réseaux sociaux a pris le dessus. Ils sont désormais plus suivis. Avec les téléphones, tout est possible. Bon, la télévision t'impose ce que tu vas regarder. Mais à travers les réseaux sociaux, tu peux toi-même chercher ce que tu veux, faire ce que tu veux. Moi, je ne regarde pas la télé parce que je suis née au village. Et comme au village, bon, il n'y a pas de télé, donc j'ai pris l'habitude de ne pas regarder la télé. Si je suis la télévision, il y a souvent des informations que j'ai d'avance, par exemple sur les réseaux sociaux, que telle télévision organise une émission à telle heure. Et je prends rendez-vous sans hésiter pour suivre la télévision. Face à Internet, la télévision tente de maintenir sa position de média dominant et s'adapte aux exigences du numérique. La télévision de rattrapage. La télévision de rattrapage où vous avez peut-être manqué une émission et vous revenez à la maison, vous voulez revoir cette émission-là. Les serveurs sont là pour vous permettre de redemander ce programme que vous avez manqué de suivre et vous pouvez encore le revoir. Avec l'avènement de la télévision numérique terrestre, la télévision joue désormais le jeu de la concurrence du web. Une autre journée célébrée ce jour, celle des pêcheurs artisans et des travailleurs de la pêche. Depuis 1997, les organisations de pêcheurs artisans de tous les continents ont décidé de la célébrer. Cette journée qui se tient le 21 novembre de chaque année a pour objectif de rappeler l'importance sociale et économique de la pêche à petite échelle. Amandine Aniamboso. La pêche est considérée comme le métier le plus dangereux du monde. Plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes. Des milliards de personnes sont tributaires de ressources marines de plus en plus rares. Elles dépendent des pêcheurs et de leurs prises. La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre de pêcheurs avec 6 millions de professionnels recensés. 94 millions de tonnes de poissons sont pêchées annuellement à travers le monde. Selon la FAO, la moyenne des captures de pêche de poissons et crustacés dans le monde de 1999 à 2007 a été de 92,2 millions de tonnes, dont 77,4 millions de tonnes de poissons. Au Bénin, selon les statistiques, la production annuelle est d'environ 12 000 tonnes ces 5 dernières années et c'est la principale source de revenus pour la majorité des ménages de pêcheurs. Les conditions climatiques peuvent être rudes et le marin est souvent amené à travailler dans le vent et l'humidité. Bien sûr, les conditions de vie à bord sont très différentes selon que le pêcheur travaille dans la grande pêche, la pêche au large, la pêche côtière ou la petite pêche. C'est donc pour mettre l'accent sur l'importance du regroupement des pêcheurs que la journée du 21 novembre a été créée. Elle permet de mettre en valeur les liens de solidarité qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et de travailleurs de la pêche à travers le monde.
Elle vise également à mettre en exergue des questions d'actualité essentielles pour l'avenir du secteur des pêches maritimes. C'est donc une occasion pour les pêcheurs et les travailleurs de la pêche d'œuvrer pour leur suivi et celle des générations futures en s'assurant que les ressources seraient accessibles en priorité aux peuples indulgents et à tous ceux qui pratiquent la pêche à petite échelle et artisanale. La Semaine mondiale de l'entrepreneur réunit chaque année environ 170 pays autour des questions relatives à l'entrepreneuriat. Cette année, le thème qui focalise les attentions est intitulé « Un écosystème fort pour toutes et pour tous ». Elle se déroule du 18 au 23 novembre et représente une occasion pour les entrepreneurs du monde et du Bénin en particulier de faire parler l'entrepreneuriat et de motiver les jeunes à s'y lancer afin de pallier les problèmes de chômage et de sous-emploi. Les détails dans ce reportage de Joseph Bonquet d'Otou. Ils sont des incubateurs, des innovateurs, bref, des créateurs d'emplois et de richesses. Eux, ce sont les entrepreneurs du monde. Ils contribuent pour une large part à la réduction du taux de chômage et du sous-emploi. L'entrepreneuriat, avec le changement des paradigmes, reste pratiquement l'une des rares issues et les plus efficaces aujourd'hui pour que les jeunes puissent se prendre en charge. C'est bien sûr cette idée-là aussi, entre autres, qui a inspiré les anglo-saxons qui ont initié la Global Entrepreneurship Week. Devenir entrepreneur requiert un minimum de formation, d'aptitude et de qualité à développer, mais plus encore d'une référence. Le bon entrepreneur, c'est des gens qui innovent. On part d'une idée simple, aussi banale qu'elle puisse être, mais quand on y travaille, vous avez beau avoir vos rêves, si vous n'avez pas la stratégie qu'il faut, si vous n'avez pas l'information nécessaire, si vous n'avez pas la formation, la compétence vous n'allez pas pouvoir mettre ça de façon concrète. L'entrepreneuriat, c'est tout un processus. On a besoin d'abord de mentors. Comment vouliez-vous réussir dans un métier, sur un chemin, dans quelque activité que ce soit, si vous n'aviez pas de modèle? Vous devriez avoir des amis qui vous soutiennent. Essayez de trouver les moyens avec vous. Pas que des moyens financiers, matériels, mais les moyens, les ressources psychologiques qu'il faut. Être endurant et surtout rechercher les vraies opportunités selon notre domaine d'intervention. La plupart du temps, les entrepreneurs savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas au moment où il le faut. Comme dans tout secteur d'activité, il y a des difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Mais un bon entrepreneur possède toujours des ressources pour contourner les obstacles. Les questions liées au développement même des entreprises se posent parce que du point de vue fiscal, du point de vue économique, il y a tout un pactole qui est mis en place pour freiner. Mais l'entrepreneur arrivera toujours à s'en sortir pour tant qu'il est motivé. La vision y est. Au Bénin, l'entrepreneuriat suscite beaucoup d'admiration à tel point que les acteurs en sont distingués, à l'instar de Sandrine. De plus en plus, il y a de l'engouement. Je suis vraiment séduite quand je vois des produits que les gens mettent sur le marché. Il y a beaucoup plus de facilitation déjà pour permettre aux entreprises de se créer et d'être formelles. Il y a également beaucoup d'efforts dans le sens du financement. Nous avons été récompensés pour nos efforts à travers le trophée de la meilleure femme entrepreneur de notre cohorte. La communauté internationale a choisi cette année pour convier les entrepreneurs à mettre leurs activités au service d'un écosystème fort pour tous et pour toutes. En circulation, les conducteurs de véhicules à 2 roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs de gros porteurs. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sentent en position de force et appliquent la loi du plus fort. Mais qu'en est-il réellement? La réponse avec Calvador Arwanou et Nadège Sané. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup.
Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, na roué con ouais. Bon, assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions, gros porteurs, disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. Voilà, et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci pour votre attention. Voilà, retour sur ce plateau pour aborder la dernière ligne droite du grand rendez-vous de ce soir. C'est bien sûr Horizon Culture. Alors, production des œuvres littéraires, source d'inspiration. C'est vrai que quand vous lisez les romans, les bouquins, vous avez comme impression qu'il y a une certaine inspiration qui a guidé l'auteur. Mais d'où vient toute cette inspiration? Nous allons en parler tout de suite sur ce plateau. Mais avant, on suit ce reportage et on revient. Un rêve, une imagination, un vécu propre ou même une histoire vécue par un proche. Les sources d'inspiration d'un écrivain sont multiples. L'écrivain regarde et il peut être inspiré par une belle femme. Ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez, la façon de se conduire des gens, les expériences que vous avez vécues. L'inspiration avant de surgir ne prévient pas. Tu es en plein sommeil et tu as une orientation d'un test. Ou tu as le titre d'un test, un très beau titre de test. Oh, tu as une très belle phrase. Vous pouvez même être sous votre salle de bain. C'est en ce moment-là que l'esprit vient vous interpeller. Depuis le début de cet entretien, j'ai eu envie d'écrire plusieurs fois. J'ai eu envie d'écrire en regardant les yeux à moitié fermés de notre cadreur, par exemple. En voyant les cheveux de plusieurs tons et de plusieurs couleurs de notre journaliste reporter. Une inspiration qui, dès qu'elle fait son apparition, se doit d'être reversée sur un papier au risque de s'envoler. Ceci, Méchac Adjaro en donne la preuve. Il n'hésite pas à se saisir de son stylo dès qu'il est inspiré au cours de cette interview. Un regard formé, un regard ouvert sur le cœur d'un homme né de femme qui contemple assis la majesté d'une chevelure qui s'aventure au creux de l'intelligence esthétique.
texte écrit à chaud. La semence est déposée dans votre esprit. Et donc c'est en ce moment-là qu'il faut directement se saisir de ce germe-là et directement la noter, mettre la semence en réserve et savoir en faire l'usage qu'il faut en temps opportun. L'idée, dès qu'elle naît, suit plusieurs étapes pour devenir un ouvrage. Vous posez du texte, vous revenez dessus plusieurs fois. Quand vous écrivez, il faut dans votre environnement qu'il y ait quelqu'un qui ait de la sensibilité littéraire, quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui sait ressentir le beau. Et quand vous faites lire, vous avez des retours, vous retouchez. Et il faut idéalement également prendre l'avis, n'est-ce pas, d'un éditeur qui est dans la vie des livres et qui peut vous donner d'ultimes conseils. Après, c'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez des retours d'autres personnes. Et ensuite, vous passez à la publication. La connexion d'une idée à la pensée d'un écrivain, l'étape d'agencement des lettres et de mise en ordre des mots. Le processus est long. Et tel un bébé, l'ouvrage voit le jour. Et oui, c'est vraiment une question d'inspiration. Et moi, j'ai envie de m'inspirer des va-et-vient de ma chef d'édition ce soir pour écrire un bon livre. Pourquoi pas? Jennifer Sachivi, bonsoir. Bonsoir, Marshall. Dites-moi tout de suite quel sera le titre de ce livre, édition. Un jour, une édition. Merci beaucoup sur ce plateau, Florent Estas-Fressou, qu'on ne présente plus. Vous êtes écrivain, bonsoir. Bonsoir, Marshall, bonsoir. Vous avez plusieurs casquettes, écrivain, promoteur culturel, artiste, quoi encore? Non, je suis un activiste culturel et quand on l'est, il y a beaucoup de casiers dedans. Voilà, j'ai commencé par être un grand lecteur et la lecture m'a amené à tout. Voilà. Ah, vraiment tout. On a vu tout avec Florent Estas-Fressou. Et ce soir, on verra encore ce qui vous amène bien. On va mieux comprendre ce qui vous inspire quand vous voulez créer vos beaux romans, vos livres. C'est ça, comme vous le dites si bien, Marshall. Aujourd'hui, Horizon Culture, je vais dire, va dans la tête des écrivains. On va comprendre ce qui se passe dans leur tête aujourd'hui. Donc, Monsieur Florent Estas-Fressou, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des écrivains pour qu'ils nous sortent le produit final? Au fond, rien ne se passe dans la tête d'un écrivain. Je dois dire que le premier matériau, le premier outil de l'écrivain, c'est la lecture. On ne peut pas devenir un bon écrivain si on est un mauvais lecteur. Les plus grands écrivains sont les plus grands lecteurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous avez beaucoup lu, vous avez un matériau de connexion spirituelle. Tout écrivain a une spiritualité que les autres n'ont pas. Parce que c'est la densité de la culture qui allume en vous la flamme divine qui vous permet de percevoir autre chose que ce que les autres perçoivent. Mon 18e livre est intitulé « Il faut battre la femme quand elle est chaude ». De quoi est né ce titre? C'est « Il faut battre le fer quand il est chaud ». Donc, tout simplement, il faut... Vous avez remplacé simplement le fer, la femme par... Sauf que, est-ce que c'est le fer quand il est chaud? C'est tout de suite, je ne sais pas pour faire de la publicité, l'ouvrage bien sûr, mais quand on voit la couverture, on pense directement à autre chose. Enfin. Non, en réalité, lorsqu'on dit il faut battre la femme quand elle est chaude, ça veut dire tout simplement que lorsque la femme est dans le besoin, lorsque la femme est allumée, il faut y aller. Mais il faut trouver les mots pour le dire. Il ne faut pas... Et puis, c'est un ouvrage quand même d'une centaine de pages, un seul poème de 100 pages, qui parle de femmes, de politique, d'un peu de tout. Alors, je pars de ce reportage que les reporters, mes confrères qui ont parlé, Constantin, Méchac notamment, ont dit l'essentiel. En réalité, l'écrivain, c'est quelqu'un qui a un supplément d'émotion, un supplément de ressenti que les autres n'ont pas. On est sur ce plateau, je regarde Marshall en tant qu'écrivain, je sais déjà si je prends mon stylo, c'est comme un portraitiste, c'est quelqu'un qui promène son miroir le long de la société, comme le dit. Je regarde Jennifer, je sais ce que j'ai écrit lorsque je le regarde. Donc, c'est un supplément de sentiment qu'on a on s'est regardé, lorsqu'on a beaucoup lu, lorsqu'on a été sensible, on a cultivé sa sensibilité en lisant les grands auteurs. Justement, ce n'est pas une affaire de don. Bien sûr, même le don se cultive. Parce que lorsque Dieu vous a donné, par exemple, déjà la capacité de faire sur laquelle vous n'avez aucune culture, comment est-ce que vous allez rendre ça? Lorsque vous n'avez pas lu, lorsque vous n'avez pas peaufiné votre style. C'est comme la comédie, c'est comme l'humour. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous allez vous mettre à rire tout de suite. Tout simplement. Parce qu'ils sont rigolos. Oui. Mais les plus grands, c'est ceux-là qui ont
travailler leur style. Est-ce qu'on peut dire que la source d'inspiration est standard? Est-ce qu'elle varie selon un auteur, enfin d'un auteur à un autre, ou est-ce que généralement c'est la même chose? Ça dépend de ce que vous voyez. Ça ne peut pas être la même chose d'un auteur à un autre. Moi, j'ai résidé à la Chartreuse. J'ai résidé dans la plus prestigieuse résidence d'écriture en France. Après un concours avec 4000 écrivains, j'ai été sélectionné. Et on nous a réunis, on était 9 nationalités, Bénin, Maroc, Algérie, France. Et on a demandé à chacun ce qui l'inspirait. Mais le jour-là, j'ai failli piquer une crise. Je vais vous donner l'exemple de 2 seulement. Il y a le Français a dit que lui, il fume la drogue. Il fume sérieusement au point où lorsque il ne peut plus se retrouver, il prend son stylo et il écrit tout ce qui lui passe par la tête. Le Marocain a dit, lui, va en boîte, il y a du bruit, il prend au moins une bouteille de vin et c'est quand il est hors de lui-même que et vous avez dit allumé. Moi, je dis que je ne bois pas, je ne fume pas. C'est là que vous trouvez l'inspiration. Mon inspiration est dans tout. Michak l'a dit. Mon inspiration est dans tout. Je n'ai pas eu la chance de vivre avec des parents qui m'ont permis de toucher à l'alcool ou à la cigarette. Et donc, mais une famille d'écrivains, une famille d'hommes de culture. Donc, lorsque vous avez suffisamment cultivé cette fibre-là, tout vous inspire finalement. D'accord. Vous avez parlé de fibre, donc fibre artistique, d'écrivain. Est-ce que ça ne varie pas selon le genre? C'est-à-dire, est-ce que vous ressentez la même chose pour un roman que pour une nouvelle, par exemple, ou un recueil de poèmes, tout ça? Est-ce que c'est... Parce que je me dis peut-être le roman est inspiré d'un fait quotidien. La poésie, il faut peut-être beaucoup réfléchir, je ne sais pas. C'est la même base, parce que la littérature, c'est l'usage esthétique du langage pour exprimer des faits sociaux. Donc, lorsque vous voulez faire de l'esthétique, peut-être que Senghor dit femme noire, femme nue, vêtue de ta couleur qui est vue, de ta forme qui est beauté. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. On aurait pu dire, voilà, quand je te vois, mon cœur fait boum, boum, boum. Mais il dit que ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle, pour mixer, comme on dit par exemple, c'est un coup de foudre, etc. etc. Son cœur fait congélateur. Voilà, si vous voulez. Donc, en fait, pour écrire même une nouvelle, il faut l'esthétique du langage. Tu peux raconter une histoire, mais tu fais de la littérature à partir du moment où tu racontes ça d'une certaine manière. C'est tout. Sinon, tout le monde pourrait écrire. Il y a des livres, des gens écrivent des livres, des gens écrivent tous les jours. Mais tout ce qu'on écrit n'est pas beau parce que c'est la manière dont l'auteur traduit ses émotions. Justement, est-ce que l'envie de lire un roman dépend de l'inspiration qui a entouré l'écriture de ce... Bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque je vois 2 femmes, il y a peut-être une qui soigne formidablement sa toilette et qui est très jolie, elle me plaît, tandis qu'il y a une autre qui est un peu moins physique, mais qui a une très belle expression, qui parle français, un français châtié, ou qui a toujours... Donc, chacun va selon le style d'un auteur. C'est pour ça que j'ai dit que chaque auteur a son style, chaque auteur cultive selon sa culture, selon d'où il est venu, etc. Quelqu'un qui est allé faire 20 ans en France et qui est descendu au Bénin ne va pas écrire comme quelqu'un qui est allé faire 20 ans au Canada ou quelqu'un qui est allé faire 20 ans au Togo. Donc, les faits, les circonstances nous inspirent, influencent notre écriture. Et donc, lorsque nous créons, les lecteurs, maintenant, nous devenons le miroir de nos lecteurs. Et puis voilà, ils se servent. D'accord, je vais abonder dans le même sens pour parler des différentes émotions qu'on ressent. Vous prenez un livre d'une page à une autre, vous riez tout de suite, vous pleurez après comme je sais pas. Donc, c'est tellement bizarre. Il n'y a pas un travail qui se fait autour. Est-ce que, je ne sais pas, hein, vous prenez une page, vous écrivez, vous lisez vous-même en vous disant l'émotion ne passe pas, je reprends, ou vous y allez seulement? À la place du lecteur. En fait, c'est l'inspiration. Hein. C'est en cela que ce travail, ce sujet assez intéressant. Ce n'est pas lorsque vous êtes connecté, lorsque vous avez la fibre, lorsque Dieu, je dis toujours Dieu, vous a donné la capacité, on ne réfléchit plus. J'ai gagné le premier prix de poésie au Bénin en 1995. J'ai écrit tout le texte de 1h à 4h du matin. Sérieusement? Sans déposer la plume, sans dormir. Quand je n'avais plus rien à dire,
Quand c'était devenu sec, j'ai déposé le stylo. Tout simplement. Et j'ai battu tous les écrivains du Bénin. Wow. Est-ce que je peux dire ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Est-ce que l'inspiration aussi dépend d'une heure à une autre, d'un moment à un autre? On ne sait pas. Peut-être un fait vous a marqué ou bien vous revenez et puis vous êtes... On ne sait pas. Moi, quand j'avais pas encore une voiture, j'ai commencé par bébé grand modèle et j'étais à l'ORTB. L'inspiration me prenait souvent quand je faisais le tour de la place du souvenir. Et je garais toujours pour prendre mon stylo et noter 2 ou 3 minutes. Même quand je remarquais, des gens me demandaient si j'étais normal. Et ma mère, plusieurs fois, est venue me surprendre quand j'étais ensemble avec elle à 3h, 4h du matin en train d'écrire. Et elle me demande si tout va bien chez moi. Il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que comment savoir qu'on a l'âme d'écrire? Comment savoir qu'on a l'âme d'un écrivain? Comment savoir qu'on a ce don? Il y a des gens, pour répondre à cette question, répondent de façon très facile, disent que ce n'est pas eux qui ont choisi l'écriture, que c'est l'écriture qui les a choisis. Je pense que c'est très facile de le dire ainsi. Moi, je suis parti à l'écriture grâce à mon grand frère, il s'appelle Henri Cressou. Il avait une bibliothèque et quand j'ai eu le CEP, je ne sortais pas. Je lisais, donc j'ai lu tous les ouvrages de la bibliothèque et j'ai même parcouru presque tous les mots du dictionnaire parce que c'était ce qu'on m'a offert comme amusement. Et je pense que c'est parti de là. Et je l'ai vu en train d'écrire. Et j'ai vu de grands auteurs venir à la maison. Donc chacun a toujours des circonstances qui l'amènent à faire. Si vous êtes au plateau ici, c'est peut-être que vous avez vu un journaliste, une animatrice ou quelqu'un qui vous a inspiré et vous animez très bien. C'est sûr, chacun a son histoire. Voilà. Forcément, c'est tellement passionnant, mais bon, le temps qui nous est imparti est arrivé à expiration. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Marchel, et merci Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, un peu de temps, on a dit beaucoup de choses, surtout l'inspiration autour d'un ouvrage, voilà, d'un livre. C'est très important. Vous lisez parfois, vous vous mettez à la place de celui qui a écrit, mais vous vous mettez à la place de celui qui a raconté l'histoire et vous vous dites waouh. Donc merci beaucoup pour l'inspiration qui vous anime chaque fois. Merci. Et que cette inspiration demeure toujours. Non, c'est Dieu parce qu'un auteur est un demi-dieu parce qu'il est un créateur. Voilà, merci beaucoup à vous, Florent Eustache-Ressour, d'être passé sur cette émission. Merci. On se dit à la prochaine. C'est moi, à bientôt. Voilà. Eh bien, amis téléspectateurs, tout doucement, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien qu'on fasse un tour d'horizon et on revient après. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce jeudi 21 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés avec nous. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien qu'on écoute cette citation. Voilà, la meilleure façon de prédire est de créer. La meilleure façon de prédire, voilà, est de créer. C'est une citation de Peter Drucker. Merci beaucoup d'être restés avec nous. On se donne rendez-vous pour un autre plateau demain, même heure.